J'ai 43 ans. Comme je l'ai déjà dit à l'instant, je suis père de famille, j'ai 3 petites filles, je vis à Paris, je suis physicien. T'es physicien? Ouais, je suis docteur en physique, c'est ma C'est pas vrai? formation initiale. Moi, je suis un scientifique pur et dur, moi. Il faut se méfier des Et physiciens. surtout ceux qui ont mal tourné, comme c'est mon cas, puisque je Ouais. suis devenu par ailleurs blogueur et puis animateur de communauté sur la partie plutôt innovation, créativité. Donc c'est ça ce que je fais chez Renault. Mhm. J'ai monté des outils pour les collaborateurs, pour leur permettre d'être plus libres et plus créatifs. Et là, on est maintenant au Square, qui est entre guillemets la dernière lubie qu'on a pu avoir avec ma collègue Nathalie Ray, qui est d'impulser ça avec des partenaires. Donc on est dans un lieu qui est une expérimentation au On sens est dans un propre du ancien terme. garage en fait, Voilà, c'est de ça. voitures, Le de côté casse. expérimental vient du Il fait. y a des Twizy là, Il y a des trucs qui électriques, il y a traînent des- partout. voilà. Alors ça vient pas de la concession. Ça, c'est des trucs que des collègues de la recherche et de l'innovation Ouais. ont ramenés sur place parce Ouais. qu'ils avaient envie de les bosser ici. Et On puis est on dans a- une ancienne concession dont le thème a été co-construit avec les partenaires et le thème, il parle de ce qu'il y a derrière nous, justement. Alors qu'est-ce que c'est cette fresque là? Et ben, le why, l'espèce de pourquoi commun, la mission qu'on s'est donnée avec les partenaires avec qui on a installé, c'est d'explorer le futur de la mobilité et les nouvelles manières de travailler. Donc ça fait déjà du boulot pour un certain temps, si on veut déjà s'atteler à ces 2 sujets-là. Et le tableau qui est derrière a été fait par un street artiste qui s'appelle JBC. Je vous invite à découvrir ses œuvres parce que c'est un super artiste. Et c'est pour ça qu'on a mis devant. Et il nous a fait Ouais, on un aime tableau beaucoup. sur le thème de l'exploration. Donc c'était la seule contrainte qu'il avait pour Nous, on est faire à sa Paris peinture. là. On est à Parfait, Paris, on est à côté du Cirque d'Hiver, tout à Voilà, fait, dans c'est le ça. 11e arrondissement. Et il y a pas mal de Exactement. gens qui sont ici quand même. Ouais, maintenant on est à peu près 90 personnes. Voilà, attends, 90 ouais. personnes à bord qui sont résidents et puis il y a un certain nombre d'événements, de workshops, Il y a des de boîtes, il y a des conférences. startups, il y a quoi? C'est un écosystème très hétérogène. Il y a des grosses boîtes, les vieux mammouths là, comme on dit. Il y a des petites startups, comme on dit aussi. Avant on appelait ça des entrepreneurs ou des petites entreprises. Et puis il y a des PME. On va appeler ça comme ça, des gens qui ont déjà trouvé leur business model. Et puis il y a aussi des associations, il y a aussi des collectifs, il y a des architectes. Donc il y a un beau mélange très hétéroclite de plein de compétences très variées, ce qui permet sur plein de Et sujets il y a d'aller- New d'ailleurs. Hein, Et il y a soit dit New. en passant, hein. Et New comme- est un des partenaires du Square, bien Absolument. entendu, depuis le début. Comment est-ce Depuis qu'on le rentre début. dans le square alors? Ah, ça, c'est un process extrêmement sophistiqué et complexe. Donc la première partie, c'est qu'il faut connaître quelqu'un du Square. La deuxième partie, c'est qu'en général, il vous propose de venir à l'apéro du premier mercredi du mois, ce qui permet de renifler les gens. C'est la première partie du processus, il faut renifler les gens. On veut pas de mauvais coucheurs, quoi. On veut des gens sympas, on veut des gens qui ont envie de bosser dans la bonne humeur. Donc ça, c'est la première étape. Et la deuxième, c'est que ça se passe dans le comité de gouvernance, puisqu'on co-gouverne avec les partenaires cet espace. Le Square Paris, c'est une association avec un certain nombre de partenaires. Et donc tous les mercredis, on a une petite réunion de gouvernance. Alors c'est un grand mot pompeux pour dire qu'on se retrouve et qu'on parle de ceux qui laissent traîner des gobelets à café, ceux qui rangent pas les salles après être passés dedans. Et quand même un petit peu aussi des projets, des gens qui tapent à la porte et de quoi, sur quoi on a envie de bosser. Donc voilà, donc c'est la deuxième étape du processus sophistiqué, c'est de venir candidater, on va dire, devant ce Et comité. l'idée qu'il y a derrière ça, c'est quoi? C'est le fameux concept d'open innovation ou c'est quoi? Ouais, alors je connais pas bien le concept d'open innovation, mais je suis rattaché moi à la direction open innovation, donc je devrais le maîtriser sur le bout des doigts. Moi, je préfère parler de frontières de l'entreprise en fait et de dire qu'on est sur des activités qui se veulent au bord. Donc pourquoi au bord? Pour permettre à des choses qui se passent en interne de peut-être les faire un peu plus avec les coups des franches. Et puis pour se connecter un peu différemment à l'écosystème. Donc c'est tout l'enjeu de cette espèce de bac à sable co-gouverné, c'est de dire on n'est pas chez Renault. Donc les murs appartiennent toujours à Renault qui est en train de vendre le bâtiment. Mais l'activité qui est à l'intérieur, c'est une colocation. Donc nous, on a pris des postes pour des gens de Renault et les autres résidents ont des postes pour leurs activités. Chacun a son business et l'idée, c'est qu'il y a des synergies, des choses qui vont se passer, que ce soit du business classique ou que ce soit des sujets sur lesquels on a envie de collaborer simplement. Donc voilà, une sorte donc il y a de un peu sas un peu. Ouais, c'est ça, une espèce de frontière poreuse, une Mm. membrane, un bac à sable, un mélange un peu de tout ça. Il y a Alors, un il y côté a- un peu beatnik, quoi. Ouais, ouais. Et donc il y a deux grands sujets ici, si j'ai compris. Ils sont Ouais. écrits d'ailleurs à l'entrée. Tout donc, à fait, donc tout à c'est fait. tout à fait officiel. Et donc il y a le grand sujet qui en ce moment qui est un sujet qui prend vraiment la consistance, qui est tout ce qui tourne autour de la mobilité. Tout à fait. Donc ça, c'est un gros sujet, effectivement. Donc, si je résume brièvement pour un constructeur, c'est assez simple, hein. La problématique, c'est il y a tout qui bouge. Le constructeur, ça fait plus de 100 ans qu'il est là et qu'il fabrique des voitures. Donc il est car maker, il fabrique des voitures. Puis il y a un certain nombre d'autres acteurs qui viennent proposer des choses plus pertinentes en termes d'usage, plus pertinentes en termes de prix pour se déplacer, notamment dans la ville. Dans la ville, ça bouge beaucoup, la mobilité. Je pense que sur la partie petite ville, campagne, on est encore
assez bon dans notre réponse avec une voiture. Je pense que ça reste un super moyen de transport. Et je pense que dans la ville, on est beaucoup challengé par des Uber, par des véhicules autonomes qu'on sent arriver et où on ne sait pas très bien qui va jouer quel rôle. Donc tout ça est en train de bouger. Et donc nous, un des enjeux de bosser sur la mobilité, c'est d'accompagner un peu tous ces mouvements et d'aller explorer un peu des trucs qu'on ne va pas forcément faire dans la boîte. D'ailleurs, je sais pas, mais Renault, ils ont un rôle à jouer en ce moment dans tout ce qui est transport en commun. Il y a quelque chose ou pas plus que Je ça? pense qu'il y a pas mal d'échanges déjà avec des chercheurs sur les sujets de déplacement dans les grosses zones urbaines. Nous-mêmes, on a des échanges avec pas mal de chercheurs. Nous, on axe nos efforts plutôt sur aller penser comment est-ce qu'on réinvente l'expérience de mobilité, que ce soit en voiture ou dans les transports. Il y a pas mal dans le jargon des startups, là, pas mal de pain points quand même dans nos déplacements. Hein, quand on se retrouve dans les heures de pointe, que ce soit dans une bagnole ou dans le métro, en général, on n'est pas trop content. Donc il y a quelques petits sujets. Il y a des petits sujets aussi de logistique qui sont arrivés en masse maintenant. Je pense avec Amazon, je veux dire, on a tout en un clic, on commande tout chez nous. Bon, bah, il y a un paquet de camions qui se trimballent avec des petits colis, pas forcément toujours optimisés. Donc ça fait partie aussi des sujets de mobilité et mobilité urbaine au sens large. Il y a la confusion entre le service et le hardware maintenant. Et donc, maintenant, l'objet de transport, c'est le téléphone. Et puis, la voiture, ça devient une sorte de device, quoi. Ouais. Et donc, la carte, le rôle de la carte, le rôle du partage. Ouais, il y a beaucoup de choses qui bougent. Les véhicules automatisés. Ouais, il y a beaucoup de choses qui bougent. De toute façon, hein. le monde des constructeurs, de toute façon, là, c'est pris pas mal de gros changements, certains dans lesquels on a été acteur. Le véhicule électrique, nous, on a poussé ça. C'était un pari, je pense, à l'époque. Je pense qu'on a bien fait d'y aller. On a appris beaucoup. C'est un secteur de la boîte qui bouge beaucoup. Puis il y a des sujets sur lesquels je pense qu'on est plutôt à la traîne. Donc on est en train de corriger, que ce soit sur la partie véhicule connecté. Je pense que le monde, on va dire, du soft en général, le monde des plateformes, des app stores, des softs, très clairement, c'est un monde qui n'était pas connu chez un constructeur il y a 10-15 ans. Donc là, on est en train de rattraper à grands frais notre retard. Je pense que le monde du véhicule autonome, ça va challenger un sacré paquet de choses aussi. C'est-à-dire que là, pour l'instant, on a des objets qui sont avec un volant, 4 roues, un conducteur. En général, d'ailleurs, il est tout seul et puis il y a 5 places vides autour. Voilà. Bah, dans un véhicule autonome, oui, on peut se dire que ça a quand même plus beaucoup d'intérêt, très clairement. Et puis, il y a un autre sujet qui nous paraît intéressant, sur lequel on passe un peu de temps à bosser ici avec des collègues et puis avec des gens de l'écosystème, c'est comment est-ce qu'on réinvente cet objet technique qui était une voiture avant, qui était basiquement quelque chose de mécanique, qui est maintenant une espèce d'intrication depuis longtemps d'ailleurs, d'électronique, de soft et de hard. Et comment est-ce qu'on le repense en intégrant là-dedans un peu des logiques de systèmes ouverts, d'API, de plateformes qui sont pour l'instant pas vraiment intégrées dans la conception de l'objet. Donc on essaie de pousser un peu là-dessus. Et du coup, concrètement, ça implique quoi? Enfin, vous créez quoi chez Renault sur ces sujets? Enfin, c'est quoi les trucs qui sortent au final du square ça, c'est une bonne question. Ça, c'est la question qu'on nous pose tout le temps d'ailleurs en interne, parce que quand on dit on va faire un truc avec un bac à sable, on dit montre-moi tes pâtés de sable. Donc nous, on a plusieurs types de sujets. On a des sujets qui sont, on va dire, dans le jargon à nouveau de l'innovation d'époque, donc des preuves de concept. Donc on fait des petits sujets qu'on essaie de faire de manière un peu plus rapide que ce qu'on fait dans la boîte d'habitude et en s'affranchissant de quelques règles métiers pour être capable d'aller plus vite sur est-ce que ça fait un sens pour un client, est-ce que l'usage il est intéressant, est-ce que éventuellement le business model il est jouable, parce que c'est bien de proposer un service si on ne sait pas le vendre de manière durable, ça sert pas à grand chose. Et du coup, l'époque que vous avez, on a fait des POC sur des IHM dans la voiture. Il y a une collègue du véhicule électrique qui bosse sur comment est-ce qu'on va expérimenter un petit service de Twizy en autopartage dans la ville et comment est-ce qu'on le fait pousser sans faire un grand plan et sans acheter 20 000 Twizy, mais en testant le service, en testant avec des usagers, avec 5-10 Twizy, et en testant ça de manière un peu plus agile, on va dire. Et puis on a d'autres types de sujets où on est un peu plus think tank, on va dire, on assume cette partie-là, où on prend un peu le temps de se poser, de réfléchir à la mobilité urbaine, à poser un peu des cartographies de ce avec la sujet-là. ville, des choses comme ça, non? Ouais, tout à fait. On a profité, c'est un des trucs qui a émergé en cours de route, c'est on est dans Paris par opportunité, et on a eu des liens, parce qu'on a un gros programme avec d'autres boîtes et des startups, ça nous a créé des liens facilités avec les gens de la mairie de Paris, qui sont des gens finalement qu'on a découvert assez fans d'innovation et assez promoteurs d'innovation, parce qu'ils sentent bien qu'il y a plein de sujets sur lesquels il faut faire bouger des choses. Donc on bosse avec des gens de la mairie de Paris. Ouais. Vous avez sorti un truc là, non? Une carto, je sais pas quoi, un design? Ouais, c'est ce que je disais. On a fait une espèce de grande infographie sur la mobilité urbaine avec des points de tension, avec des poches de concept en rupture qui sont un peu en gros le terrain de jeu qu'on s'est donné pour aller bosser des sujets. Alors il y a un autre sujet qui est plus compliqué, moi que j'ai plus de mal à... Autant la mobilité, je commence à comprendre, ça y est, on sent que c'est... Autant tout ce qui est l'organisation du travail, alors là je suis plus partagé. En fait, quel est le rôle du numérique ou de tout ce qui est collaboratif?
Comment ça fonctionne dans une boîte comme Renault qui est quand même un truc gros, quoi? Alors, ça, c'est un vaste sujet, il y a plein de questions. Déjà, moi, je suis pas forcément sur le sujet du numérique. Je pense que le monde, il est déjà devenu digital, numérique. Je veux dire, tout le monde utilise plein d'outils. Donc là, c'est plus les boîtes qui ont du retard et qui sont en général un peu moins bien outillées que ce qu'on a chez nous. Donc là, c'est plus un retard à rattraper. Après, je pense qu'en termes de transformation et de ce qui bouge dans les boîtes, il y a des sujets un peu plus costauds que simplement la digitalisation des process, on va dire. Il y a des sujets qui sont d'ordre simplement d'organisation, de structure d'organisation. On est dans des boîtes, nous, industrielles, très processées, qui ont l'habitude de faire un truc depuis très longtemps. Donc, c'est des boîtes pyramidales, c'est des boîtes super réglées. Donc, autant dire que la place de l'innovation là-dedans, elle est quand même pas facile à faire pousser. Donc, c'est un des enjeux. Et un des autres enjeux qui me paraît, moi, super important, c'est de re-responsabiliser les gens, parce que qui dit structure hiérarchique pyramidale, dit je prends toujours les décisions un peu trop haut, quoi. Donc nous, c'est un de nos enjeux, c'est de remettre du transverse, de remettre de l'horizontal dans ces grosses boîtes. Donc un des enjeux du Square, c'est de dire c'est un outil pour les collaborateurs, et s'ils ont envie de bosser des sujets un peu autres et de manière un peu plus light, ils peuvent venir ici et passer du temps avec nous. Et ici, il y a un Fab Lab. Alors en ce moment, il y a un gros questionnement sur les Fab Labs, donc on va pas le traiter, mais bon, mais entre l'usine, alors vraiment, qui est un vrai Fab Lab, grandeur nature pour adultes, si je puis dire, et les petits Fab Labs de bricolage de quartier, est-ce que demain, on va fabriquer les choses, on va rester sur les anciens modèles ou ça va être décentralisé? Ça, c'est à nouveau un sujet qui est passionnant, qui est en train de bouger beaucoup. Nous, on a fait pousser nous-mêmes un petit Fab Lab pour les collaborateurs, qui est un peu du même style que celui qui se trouve au Square, que Noda, notre partenaire, a amené à installer ici, et auquel d'ailleurs il a formé un certain nombre de résidents pour que les gens puissent l'utiliser. Je pense que ça, c'est des Fab Labs qui sont des Fab Labs de maquettage très light, qui ne servent pas à faire des objets finis, qui servent simplement à aller tester des concepts rapidement. Ça ne permet pas de faire de la production, ça c'est une évidence. Ça ne permet pas de produire des objets finis, c'est une évidence. Ce qu'on voit émerger maintenant, c'est des makerspace un peu plus costauds quand même, comme Usinio, comme le Tech Shop de Leroy Merlin, on y était l'autre jour. Là, il commence à y avoir des machines un petit peu plus copieuses qui sont capables de démouler des choses un petit peu plus complexes. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a toute une gradation entre ce petit Fab Lab qui permet juste de faire du petit proto, le Tech Shop qui permet de faire des choses un peu plus costaudes parce qu'ils ont des belles machines, ils ont vraiment des super belles machines. Ça permet pas de faire de la série non plus, ni de la petite série. D'ailleurs, ils le disent explicitement, c'est pas fait pour faire de la petite série. Donc, tu designes les projets, tu commences à... tu peux commencer à faire un rendu pro. Tu peux avoir un vrai proto final de ton objet, si c'est ce que tu prototypes ou ce que tu designs. Par contre, tu peux pas te dire, je vais en faire 100 demain. C'est pas des machines qui tiennent ça. Donc là, il y a deux choses qui sont intéressantes. Typiquement, Usinio, je pense que c'est un bon exemple de ça, qui sont plutôt positionnés sur l'étape d'après, qui est la pré-indus. C'est de dire, à la fois, il y a des méthodes pour rendre l'objet industrialisable. Donc, il faut des gens qui connaissent l'industrie, qui savent qu'est-ce que ça veut dire d'industrialiser un produit, et puis qui sont en capacité de faire des petites séries, ce qui est une étape quand même super importante. Donc, je pense que c'est en train de monter en puissance le rêve un peu naïf qui a eu un moment, un petit Fab Lab dans chaque quartier et on va relocaliser toutes les usines. Bon, ça soulève des questions intéressantes qui sont plus liées à mon avis à la relocalisation de choses dans une sphère proche des gens, plus qu'un sujet industriel. Mais néanmoins, moi je trouve que c'est un sujet passionnant et puis c'est un sujet où les gens sont en capacité, où les gens refont eux-mêmes des choses, réapprennent à bricoler, à faire des protos, à s'amuser avec des petits projets fous, connecter des puces, faire de l'Arduino, des petits trucs qui font poète-poète. Je pense que c'est dans la même logique que le code, qui est ouvert à tous. Oui, ça, j'ai paumé le nom, je suis en train d'essayer de le retrouver, mais j'ai paumé le nom d'un gars qui avait refait sa prothèse de main dans un Fab Lab, accompagné par des personnes, en open source, etc. Il avait fait ça en open hardware. Il y a eu des projets complètement magnifiques dans des Fab Labs. En plus, il y a quand même des Fab Labs, il faut le dire, qui sont devenus des endroits où il y a du gros pro, il y a des vraies capacités à faire des choses. Mais ça reste de l'exemplaire unique, c'est pas de l'industrialisation. Oui, mais ça n'enlève rien à la qualité et à l'intérêt des Fab Labs. Bon, on s'approche de la fin parce qu'on veut pas que ce soit trop long, trop fatigant. Moi, faut pas me laisser parler. Voilà, et puis non, mais c'est pas ça. Je t'avais dit avant. Ah oui, t'en sens pas trop mal là. C'est bien. En plus, c'est toi qui nous invites. On est chez toi. Parler, hein. Parce que moi, je pensais que les visiteurs, ça j'avais que calculé. T'as fait quoi comme physique? Physique quoi de l'espace? Physique des plasmas. Des plasmas? Des charges électriques, les arcs électriques.
Et ça t'a saoulé. Par contre, ça c'est un mot, vraiment c'est intéressant, il faut le savoir quand même. Oui. Parce qu'on apprend tous à l'école qu'il y a le solide, le liquide, le gaz. Quand on continue à chauffer la matière, ça devient un plasma. Il y a 4 états de la matière. C'est le 4e état de la matière. Et c'est un truc qu'on n'apprend jamais aux enfants. J'étais même pas au courant. Ben non, c'est le 4e état de la matière. Toi, Tesla, toi. Hein. Bon. Oui, alors, bien sûr. Oui. Alors, on va poser la question piège. C'est la question, la question qui tue. Pseudo-philosophique, mais intéressante quand même. Allez, Alors, on pose la question piège. Allez, posons la question piège. L'innovation, c'est utile ou c'est pas utile? Ouais, ça c'est une bonne question. J'ai 2 réponses. Une toute basique et complètement neuneux, mais qui est une évidence, et je pense qu'il faut rappeler, c'est que l'innovation, pris dans le sens on va dire de l'activité business des boîtes, l'innovation, c'est quand j'amène un truc nouveau sur le marché, ça prend pas, les gens y trouvent un usage ou pas, ça marche ou ça marche pas. Donc je dirais si ça marche, c'est qu'elle a été utile, au moins aux personnes qui l'ont acheté ou qui s'en servent. C'est pas forcément besoin d'être d'ailleurs quelque chose de payant. Donc à partir du moment où il y a des utilisateurs, c'est utile. Après, je pense que dans ta question, et je te connais un petit peu, il y a une double lecture. C'est-à-dire que l'innovation, c'est pas forcément que de l'innovation technologique. Donc du coup, est-ce que quelque chose de nouveau est forcément utile? Ça, c'est une bonne question, plus politique ou philosophique. Moi, j'ai l'impression qu'on est en train de sortir d'une ère où le nouveau était forcément bon, beau et utile. Et j'ai l'impression qu'on est en train de rétro-pédaler un tout petit peu, de retrouver la raison et de se dire qu'il y a des choses qu'il faut conserver. Je pense que la pensée écologique, elle n'est pas pour rien là-dedans. La pensée écologique, c'est une pensée conservatrice. De dire il y a quelque chose là qui nous appartient, qui s'appelle la Terre, et il ne faut pas le bousiller. Donc il y a quelque chose à conserver. Et je pense qu'on est en train de faire un peu le même trajet sur des aspects de nos sociétés. On se dit qu'il y a peut-être des choses à conserver, que le nouveau pour le nouveau, la fuite en avant dans toujours plus de nouveaux, peut-être pas forcément toujours bonne. Donc je pense qu'on est en train de rééquilibrer un peu. Voilà, ce serait ma réponse perso. On courait un peu plus vite on courait, mais on savait pas toujours où on allait. Ouais. Là, on va peut-être un petit peu réfléchir sur l'objectif, quoi. C'est ça. Mieux calibrer. Et du coup, au final, je pense que le mieux serait peut-être de supprimer le mot innovation aussi. Parce que du coup, en fait, il y en a trop qui l'utilisent pour tout et rien, et en fait, on se perd là-dedans. Et... D'accord. Qu'est-ce que tu nous proposes, Maxime, comme nouveau concept? On le remplace par quoi? Le bien ou le mal. Alors, nous, avec les chercheurs avec qui on travaille, on a effectivement un peu supprimé le mot d'innovation dans notre jargon interne, ou en tout cas dans la manière dont on bosse les sujets, parce que les gens du CGS, là, à l'école des mines, ça fait longtemps qu'ils ont un peu creusé le mot d'innovation, et au lieu de parler d'innovation, ils parlent de conception réglée et de conception innovante. C'est des régimes de conception, et c'est pas exactement la même chose. Il y en a un, c'est plutôt je refais ce que je sais bien faire, et la conception innovante, c'est plutôt je vais explorer. Donc parler d'exploitation, ou de développement et d'exploration. Au moins, on sait ce qu'on Moi, j'aime bien, parle, et puis j'aime bien le mot d'exploration, et puis ça me permet de reparler du tableau qui est derrière. Qu'est-ce que vous en pensez là? Ouais, moi, le dernier point, ça me plaît pas mal. Enfin, je trouve ça plus logique, et au moins, on dupe pas les gens, parce que moi aussi, je travaille dans un grand groupe, et en fait, c'est juste qu'on dupe souvent les gens, en fait, en utilisant de l'innovation, alors que c'est juste de la communication, et ça n'a pas d'autre fin que la communication. Et il faut arrêter, c'est du bullshit, quoi. Et en fait, dans le pire des cas, ouais. Oh là là. Je suis énervé aujourd'hui. Il est révolté, je suis révolté. C'est la net neutralité. J'ai passé une nuit en colère. T'es un jeune homme en colère, quoi. Ouais. Vraiment, je le vois tout de suite. Hein. Qu'est-ce que t'en penses, Logan? C'est très bien. Écoute, on est à la fin de la première news. Est-ce que ça s'est bien passé, le MIG, la première news? Moi, j'ai trouvé ça très intéressant. Je connaissais pas du tout le sujet de la net neutralité. Moi, j'ai toujours ma petite casquette un peu du mec qui pose les questions. Donc, en fait, le sujet, il est pas clos pour moi. En fait, il est juste ouvert. Donc, je vais aller lire des articles là, pour me renseigner un peu. C'est pour parfait. être un peu plus trapu la prochaine fois. L'objectif est bon. Alors, juste, il faut dire qu'il y avait derrière la caméra que vous voyez pas, il y avait Juan, qui est le maître de la lumière. Bravo. Il y a Jorge, qui va être le maître du son, ou de tout ce qu'il voudra être. Et il y a Olivia, qu'elle m'a dit tout à l'heure? Elle m'a dit que c'était... Elle est visuelle exploratrice, donc ils étaient là. Il y avait aussi Émilie, mais bon, ça c'est un petit peu, c'est privé. Et voilà, donc on a fait un test, on espère que ça a marché. On veut le maximum de retours pour pouvoir corriger pour la prochaine. Hein. Et n'hésitez pas à faire des commentaires, parce que les commentaires c'est toujours rigolo et cool. Et on viendra répondre. Voilà, et on lira tout. Et ça, j'ai eu des bugs apparemment. Logan, t'as démarré, tu fermes la session, s'il te plaît. Et ben, je remercie tout le monde pour avoir vu cette session. J'espère que vous avez mangé pendant, sinon nous en tout cas on va manger maintenant. Et donc on se retrouve, voilà, ça va être par là, on se retrouve la prochaine fois, on communiquera pour vous dire quels sont les sujets et quelles dates. Voilà, très bonne soirée à tout le monde. Cut.